Cette semaine, je reçois vraiment une invitée de marque qui n'a rien à voir avec le prénom de son illustre père, mais surtout parce que cette autrice est comédienne qui est maintenant rendue millionnaire au box-office et une incontournable du paysage culturel québécois. On a pu entendre en fait dans son dernier balado Sans le savoir qu'elle était raciste, toxique et grossophobe. Bienvenue, Léane Labrèche d'Or. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Léane, la prémisse du balado, c'est se faire un nom. Donc, comment tu es devenue la Léane à laquelle on pense quand on pense au prénom Léane. Est-ce que tu connais l'histoire de ton prénom? Hey, je vais te dire quelque chose que je pense qui est vrai, mais qui peut-être que non. Mais il me semblerait... Ben, premièrement, je sais que ma mère, elle voulait peut-être m'appeler Olive parce qu'elle tripait sur Popeye, le marin. Puis que... plus jeune, j'ai comme fait wesh. Puis aujourd'hui, je suis comme Olive. J'aurais fait une bonne Olive, je pense. Mais Léane était comme dans le mix, mais je sais pas quoi, mais je pense que l'infirmière qui était là, parce que je me suis fait accoucher, moi, par l'infirmière et non pas par le médecin, elle est arrivée comme un peu en retard. Puis je pense qu'elle s'appelait Léane. Léane. C'était une Asiatique. Puis je me souviens que, genre, en tout cas, il y avait cette histoire-là, mais est-ce vrai? C'est la légende, ça fait partie. C'est la légende de l'hôpital Jewish, là. Je sais pas comment. Puis mais faut rappeler quand même que ton frère a un nom quand même assez particulier, qui vient, ton père m'avait raconté d'un livre qu'il avait lu ou c'est un personnage dans un livre. Que lui avait écrit. Ah, que lui avait écrit. OK, c'est encore une coche de plus. Oui, c'est ça. Quand il était aux Indes. Ah oui, comme il dit. Il a écrit des récits avec un personnage principal qui s'appelait Orion, O-R-I-A-N, pas l'Orient Express, pas le train de Hercule Poirot. Pas le point cardinal. Non, c'est ça. Puis c'est comme ça qu'ils ont appelé, parce que encore une fois, ils hésitaient entre deux prénoms d'hommes, Laurence ou Orion. Puis quand il est né, en fait non, c'est un Orion. Son visage. OK. Toi, donc... J'avais la face d'une Léane. Oui, t'avais la face d'une Léane, puis t'as hérité d'un nom peut-être un peu plus normal. Pas normal, mais non, aujourd'hui, il y en a quelques-unes des Léanes, mais genre, moi, c'était complètement funky. Ah oui? Quand j'étais jeune, tu sais, comme... Puis, tu sais que la feuille de présence à l'école, Léandre... Eliane, Liliane, je me suis fait appeler tous les noms. Personne savait c'était quoi le nom de Léane. Aujourd'hui, il y en a plein là, des Léanes de comme 6, 7, 8 ans, puis des plus jeunes, mais je pense que je suis des premières. Ça devient quand même un peu plus populaire, puis tu veux savoir qu'est-ce que ça veut dire? Je suis allé faire des recherches. Je pense que ça veut dire vache sacrée, sais-tu? En fait, il y a une vache à quelque selon le... oui, peut-être. Selon le très sérieux site prénom.com, dans l'étymologie, ça dit contraction de Léa et de Anne. Donc, Léa qui viendrait du latin Léa, qui signifie lionne. Donc, peut-être pour ça ta chevelure. Et ça. Anne viendrait du hébreu Anna, qui signifie gracieuse. Mais Léa, peut-être voudrait dire aussi en hébreu fatiguée. Ça, c'est très... Fait que fatiguée et gracieuse. Je trouve que c'est ça. Ça te représente bien. Comment je me sens? J'essaie d'être gracieuse à travers toute cette fatigue. À travers ta fatigue. C'est peut-être aussi ce qui explique tes cernes éternelles. Dont certaines maquilleuses t'ont... It's a concern dans l'idée. Marquez-moi, on a des cernes éternelles. Sais-tu qu'est-ce que prénom.com pense d'une Léane? Quel caractère va avec J'ai hâte Léane? De savoir, parce que moi, c'est le genre d'affaires auxquelles je crois. OK. Comme, tu sais, quand j'ai choisi le prénom de mon gars, j'allais voir qu'est-ce que, tu sais, ça pouvait engendrer comme énergie des prénoms. En tout cas, j'y crois, moi, ces genres d'affaires-là. C'est ça, parce que comme tes parents aussi, choisir un prénom... De l'enfer. C'est compliqué, c'est-à-dire, c'est que tu ne connais pas encore cette personne-là ou presque, puis tu lui donnes un prénom qui va lui durer toute la vie. Puis après ça, je comprends qu'il faut qu'on fasse le choix pour eux parce que ça va être long sinon. Ouais. Si on attend que l'enfant choisisse, c'est long. Puis là, avant tout ça, il faut une carte d'assurance maladie. Fait que je comprends là, la logistique qui dit qu'il faut que tu choisisses un nom rapidement un enfant, mais je fais... Hey, c'est rochant, là. Après ça, je pense que j'ai fait comme un bon choix, là, tu sais. Moi, j'ai écouté La Famille Trou, là, pis tu sais, je me permets de trouver que leurs noms sont un peu trop funky. Je suis comme des très longs noms composés. Moi, je suis comme short and sweet, Milo. Puis est-ce que Milo, est-ce que vous aviez plusieurs choix? Est-ce que c'est... Pour les filles, on avait une super longue liste, puis pour les gars, on était un peu...
on savait pas trop où s'en aller avec nos skis, là, je t'avouerais. Milo est comme tombé un peu parce que c'est le nom de famille d'un des très, très grands amis à Michael. M-I-L-O-T. Ah oui, OK. Le nom de famille oui. qu'on connaît au Québec. Puis, fait qu'il y avait comme un petit clin d'œil à cet ami-là qu'on aime beaucoup. On voulait comme célébrer. C'est comme un peu le frère de cerveau, de cœur de Michael depuis qu'il est tout petit. Puis aussi, moi, j'aimais beaucoup Émile. Milo et Émile, c'est la même racine. Ah oui. Milo a quelque chose, c'est italien. Oui. Milo. On va y ouvrir des portes. Ben oui. Pour pouvoir International. voyager. Alors, selon prénom.com, Léane, plutôt conformistes, ce sont des femmes fidèles aux traditions. Parfois coléreuses et pas toujours faciles. Okay. Elles ont cependant un sens du dévouement et du service très profond. Spontanées, directes, leur simplicité et leur sens du vrai en font des femmes attachantes auxquelles on peut faire confiance sans réserve. Elles trouvent leur bonheur dans le partage et les valeurs familiales. Oui, j'aime tout ça. Je t'avouerais que la seule partie où j'ai comme fait « Ah, c'est moins ça, c'est conformiste. » Ah oui. La première phrase, on dirait que j'étais quand même un peu moins. Mais en même temps, c'est vrai que je suis attachée à certaines traditions, tu sais, dans le sens où j'aime les rituels, fait que, tu sais, ça, je le comprends. Mais on dirait que c'est comme si cette première phrase-là faisait de moi une conservatrice, puis j'étais comme non. Donc, t'es anti-conformiste. Ouais, je suis... Tu es un peu rebelle? T'es-tu un peu... Je suis vraiment anarchique. Ouais. Non, mais un petit peu Doc rebelle, Martin. dans le sens où... Ben oui, il y a eu... chemise flanelle, jeans déchirés. On m'a appelée la princesse grunge pendant quelques années, là. C'est Guillaume Corbeil qui m'appelle même à l'École nationale. Mais il y a comme une volonté de questionner l'ordre établi. OK. Est-ce que c'est complètement rebelle? Non. Je pense que c'est juste comme... T'as un esprit critique. Tu dois avoir l'esprit critique quand même assez... Je pense que oui. Mais je pense que tout ça est né de ma phase super chrétienne. Ben, c'est ça, t'as eu une phase chrétienne. J'ai eu une phase super chrétienne. Mais t'avais quel âge à peu près? Genre 6 ans. OK. Puis, comme à 9-10 ans, j'ai lu la trilogie À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Et là, j'ai complètement switché mon fusil d'épaule. Et j'ai comme... L'Église avec un E majuscule, arc, la richesse du Vatican, ça mais pourquoi le fruit de la connaissance a été le downfall de l'humanité? Je fais non, la connaissance... Puis là, bon, j'ai vu Barbie récemment, mais moi, dans Barbie, je n'ai vu que Adam et Ève. Tu comprends? Je suis là-dedans, puis je suis comme, oui, et à un moment donné, il faut qu'elle sorte de cette affaire-là, puis il faut sortir pour comprendre et connaître, puis il faut se mouiller, puis ça veut dire qu'on va perdre des fois peut-être une certaine forme de perfection. Genre, fait que je suis devenue ça après. Mais la phase chrétienne. Oui, quand je faisais la crèche vivante. Donc, tu m'as parlé de 6 ans et la lecture à 9-10 ans. Ouais, ça a été une longue phase. Donc, fait qu'il y a eu quand même une bonne phase. Puis ça s'incarnait comment? Est-ce que c'était des déguisements d'Halloween? T'étais en Marie-Madeleine, puis tu lavais les pieds des gens que tu rencontrais? Non, mais je faisais la prière tous les soirs pour nommer les gens que j'aime, puis leur souhaiter d'être heureux puis d'être en santé. Je faisais la prière pour remercier le repas. Tu sais, mettons, en famille, c'est une de grosse joke, là, tout le monde était comme... Bon, on va te laisser faire ça, mais tu sais, personne embarquait avec moi, tu sais, tout le monde riait de moi, puis j'étais comme, non. Il y avait ça, il y avait, j'avais comme un grand amour pour la madame de la pastorale, puis j'allais faire des petites rencontres à l'église, puis évidemment que mes grands-parents étaient très contents de ça. Puis à un moment donné, c'est ça, j'ai en fait comme... La petite Thérèse de Lisieux de Saint-Lambert. Oui, à la paroisse Saint-Thomas d'Aquin. Puis j'ai participé à la crèche vivante 3 ans de suite. Il y a une année où j'ai fait la mise en scène du groupe des anges dans la crèche vivante. Ouais. Parce qu'évidemment, comme je suis partie, moi j'ai fait mes classes, j'ai commencé messager romain. Après ça, ange parent numéro 1. Puis là, après ça, j'ai fait Marie, tu sais. C'est ça. Comme j'ai gravi les échelons, puis l'année d'après, mise en scène. Fait que ton passé chrétien n'est peut-être pas nécessairement étranger au fait de ton... Ça t'a peut-être donné la piqûre. Du théâtre. C'est du théâtre et de la présentation et du spectacle. Ben, au final, moi, mon grand rêve dans la vie, ce serait de lire carrément la Bible, parce que je pense que c'est la plus grosse histoire, genre, du monde. Avec du recul, évidemment. Oui. Là, avec un regard critique. Avec un regard critique. Mais t'es une fille, comme tu disais, t'es une fille quand même ancrée dans les traditions pour que c'est important. Donc, j'imagine qu'il y avait peut-être un peu de ça aussi, là, dans, tu sais, le rituel de faire la prière et tout. Oui, puis après ça, je suis tombée dans une phase full païenne. Okay. Genre,
sorcière, faire des rituels, protéger la maison. Des pentacles en sel. Je faisais pas des pentacles, mais j'avais mis des objets tranchants dans des pots maçons que j'avais enterrés à des points stratégiques autour de ma maison pour comme faire une barrière contre les mauvais esprits. Puis ça a fonctionné. Je sais pas. En même temps, on peut pas savoir si ça a pas fonctionné. Je sais pas. Ben, je sais que ce qui a fonctionné, c'est que ça a été déterré quelquefois par les écureuils, il a fallu. Ah oui, ok, il a quand même fallu c'est ça. Puis si je reviens à ton prénom, tu disais que c'était pas évident non plus quand t'étais jeune de te faire débaptiser. Souvent, est-ce que t'as voulu changer ton prénom? Des fois, j'aurais aimé ça m'appeler. Oui. Moi, je voulais me changer mon prénom pour Charlie. OK. Puis c'était comme compliqué. Puis je pense que, tu sais, ma mère était comme un peu, non, fais pas ça. As-tu plusieurs prénoms, toi, sur ton baptistère ou sur ton état civil? Okay. Ben, je pense que j'ai le nom de ma marraine, là, okay. genre, comme n'importe qui a été... Anne Dorval? Non, Marguerite. Mais c'est ça, Léane Marguerite Marie, là, tu sais, comme okay. un baptistère. Ouais. Mais non, j'ai pas d'autres prénoms. Mais je pense que ma mère, elle aurait fait comme, à 18 ans, si t'es encore d'accord avec le fait que tu veux changer ton prénom, tu changeras. Je pense que c'était ça comme le corps à la fin. Puis, ouais, c'est ça. Si jamais tu veux le changer, ça, à 18 ans, tu peux. Mais là, je veux plus le changer. Non, mais non. Non. Et puis, les surnoms que t'avais, est-ce que t'as les mêmes surnoms qu'à l'époque? Ouais. Est-ce qu'ils ont changé? Quel nom ou quel surnom tes parents utilisaient peut-être pour te chicaner? Ben non, comme n'importe quel parent, il utilisait mon nom complet, là. Ouais. Okay. T'as toujours eu les deux noms? Oui. Mon frère a juste la brèche. Okay. Moi, j'ai deux noms, juste parce que la personne qui m'a enregistré à l'hôpital, moi, c'était une fille. Fait qu'elle a comme d'emblée mis le nom de ma mère. Puis c'est la personne qui a enregistré mon gars, mon frère, voyons. Freud. Qu'est-ce qui se passe? La personne qui a enregistré mon frère, c'était un homme, fait qu'il a juste mis le nom du père. Oui, un gars, non son père. Oui. Mais tu sais, c'était pas un choix conscient de me donner les deux noms non plus, là. C'était comme, c'était arrivé de même. Mais oui, c'était Léane Labrèche d'Or, c'est mais sinon, mes surnoms, c'est Lélé. Mm-hmm. Ce que j'aimais pas non plus comme surnom, je trouvais que ça faisait comme le nom d'un chien. Moi, je voyais un épagnon avec des longues oreilles, à lever de même. Tu sais, j'étais comme Lélé, pis ça, parce que j'aimais pas ça. Ou Lily. Ma voisine d'enfance, Catherine, elle m'appelait Lily. Puis encore à ce jour, elle m'appelle Lily. Puis il y avait pas des prénoms, des surnoms avec ton père, là? DJ Lélé. Ça, c'est devenu plus tard. Là, DJ Lady Love, DJ Diddly Boo, tu sais, genre, puis moi, c'est Daddy Boodly Booby Poupou, tu sais, genre, c'est des très, très longs. Il y a eu une phase, là, un bon 4 ans, là, où nos textos commençaient par, on essayait d'être tout le temps plus longs, là, dans le DJ Love, Lele, Boodly Booboo, tu sais, juste des onomatopées, là. Puis j'ai consulté Michael Gouin avant le podcast pour avoir quelques infos particulières. Paraît-il que tu as un surnom, en fait, t'es pas un surnom, mais peut-être un alter ego qui s'appelle Betty. Ouais. Peux-tu m'en parler? Betty, c'est quand je bois trop. Mm. C'est plus Léane, c'est Betty. Elle arrive, elle est là, elle est désagréable, généralement très amère. Ah. Mais c'est long avant que Betty arrive. Là, okay. Puis moi, ça fait des années que j'ai pas vu Betty maintenant. Ah oui, OK. Puis elle vient Est-ce qu'elle est anglophone? Est-ce qu'elle est anglophone, Betty? Non, elle est comme un peu... elle est comme molle, vulgaire un peu, là, tu sais. Puis elle est très... Betty, c'est ça, elle est noire. Elle est noire, puis c'est comme si elle pensait que tout le monde... C'est comme si Betty pensait qu'elle faisait des phrases complètes, mais qu'elle les finissait jamais. Puis là, les gens comprenaient pas, puis elle trouvait cave. De pas comprendre, c'est un peu Betty. Fait que ta passe bar, j'imagine, quand t'as été serveuse et tout, est-ce que ça alcool et tout, est-ce que Betty était là ou Betty a apparu? Non, pas en travaillant, bien sûr, là, mais quand on va finir notre shift, oui, on finit les bouteilles et tout, Betty apparaissait à ce moment-là. Ouais. Okay. Pendant les années de 2000... Betty, la première fois qu'elle est arrivée, c'est en 2005. Ah, OK. Dans un party années 80. C'est pour ça qu'elle a été nommée Betty. Ah. Et j'étais avec mon meilleur ami de l'époque, Martin Proulx. Puis lui, son alter ego, c'était Cougar. Ah. Alors, on était Betty Cougar. Puis, c'est ça. Toute l'année, 2005, là, jusqu'à 2020, 2017. 18. OK.
Puis est-ce que Betty pourrait réapparaître un jour? Mais c'est sûr. Ah, c'est sûr. Ben oui. Même sincèrement, comme ce serait le fun. Ouais, c'est ça. Peut-être avec prochain. des gens de confiance. Épisode 2, on pourrait faire un épisode avec Betty. Sincèrement, peut-être, oui. Voir comment elle a fait son nom. Puis, tu t'en as parlé un petit peu de tes passes, tu sais, grunge, la princesse grunge et tout. Quelle enfant t'étais? Quel enfant était Lélé? Lélé, c'était une enfant très rigoureuse, très son affaire. Moi, j'ai fait de la gymnastique artistique pendant comme plusieurs années, ce qui m'a comme drillé de discipline. Ça faisait de moi quelqu'un aussi très individualiste. C'est un sport de performance individuelle. Fait que j'avais pas tant d'amis. J'avais des amis, tu sais, mes voisins, gymnastique. tout ça. Non. Ah non, c'est ça. Il n'y a pas d'amis, là. Il n'y a pas d'amis en C'est des gymnastique. rivales potentiels. Fait que c'est chacun pour soi. Tout le monde est une menace pour la médaille. T'étais bonne? J'étais quand même bonne, ouais. Puis j'aimais beaucoup ça. Puis je voulais faire ça comme carrière, tu sais, mettons. Évidemment, comme n'importe qui, à un certain âge, avec la puberté, la courbe de croissance, tout ça, il y a tellement de blessures, tu sais, qui arrivent. Moi, je me suis blessée aux 2 chevilles. Puis je pouvais plus faire ça dans la vie. Puis c'était bien désolant. Mais je remercierai toujours la gymnastique de m'avoir donné cette discipline-là, cette rigueur-là que j'arrive à appliquer maintenant dans tout. C'est juste que, heureusement que vers l'adolescence, je me suis un petit peu plus poussée, puis je suis devenue un petit peu plus quelqu'un un petit peu plus d'assouplissement. Oui, mais toi, de social, puis de collectif, puis de, tu sais, j'étais vraiment très individualiste. Ah, puis très individualiste. Ouais, je pensais à moi, je pensais à mes notes, je travaillais pour mes notes, j'étais très bonne à l'école, j'aimais ça réussir, j'aimais ça comme avoir, tu sais, comme des réussites personnelles, ça me drivait. Un 100%, là, tu sais, comme, Puis c'était tout ça qui était. Est-ce que c'était quelque chose que tu sentais qui était exigé de toi? Non. Pas en tout. C'était lousse dans la maison, dans le ménage. Je veux dire, j'ai un frère plus vieux qui a vraiment pas évolué dans ce genre de mindset-là, tu sais. C'était vraiment pas... non, c'était moi, c'est possiblement Dieu, là, dans ma phase chrétienne. Qui t'a choisi. Qui m'a donné ça à accomplir, mais ouais, c'était très T'étais très rigide. Ouais, très rigide. J'étais une enfant quand même rigide. Puis chez vous, c'est ça, il y avait rien qui proposait ça ou qui invitait à ça. Ton père m'a dit que vous aviez déjà été une garderie à la maison? Évidemment pas moi, parce que j'étais pas en âge de garder, là. Non, c'est ta mère qui... 2 ans, mais ma mère... J'imagine que c'est ta mère qui gardait. Ouais. Mais mon père aussi, à certains moments, c'était comme une garderie milieu familial dans le quartier, quand on était à 2 montagnes. Puis c'est ça, c'était dans le temps où, mettons, mon père, il faisait principalement du théâtre, on n'avait pas beaucoup d'argent, puis c'est ça, on était une garderie. Mais ça faisait en sorte que moi, mettons, mon frère puis moi, notre garderie, c'était la maison, tu sais. On a toujours été avec notre mère, on a toujours été comme... Puis ma mère, elle a pas travaillé là, pendant comme... Jusqu'à ce que je rentre à peu près au secondaire. Ouais, c'est ça. Oui, OK. Fait qu'elle était à la maison tout ce temps-là. Avec nous et des amis d'enfants d'autres personnes. Qui était votre bergerie, là, si on veut. Tu sais, si on veut, l'arche de Fabienne. Montagne. Oui, l'arche de 2 montagnes. Oui. Tu parlais que tu étais une enfant peut-être un peu rigide, difficile. Dans la bouffe aussi, parce que j'ai entendu que tu mangeais juste 2 choses. Des concombres et des pâtes blanches. C'est ça que t'as entendu? Oui. Parce que c'était ça. Mais non, c'est pas vrai. Et du jus d'orange fraîchement pressé? Mais pas de pulpe. Oui, c'est ça, franchement. C'est tellement vulgaire, la pulpe. Dans une coupe. Rien de moins. Le matin. Pas un vulgaire verre, c'est ça. Non, impossible. Fait que c'est un verre sur pied. Genre, je vais m'empêcher. Puis genre, comme, passer vraiment au tamis, là. Je voulais pas de pulpe. C'est impensable. Puis s'il y en avait, j'étais comme... Wesh! T'as-tu eu peur que ton gosse soit difficile comme toi tu l'as été? J'ai vraiment eu peur. Mais tu sais, c'est pas fait encore parce que ça arrive plus tard, là, cette espèce de phase-là de rejet alimentaire, là. C'est comme vers 2 ans et demi, 3 ans, là. Tu sais, on y arrive. Moi, j'essaie de le garder le plus... je trouve ça tellement beau, moi, qu'il mange tout, puis tu sais, il mange de tout et dans de grandes quantités, là. C'est ça. Il mange plus qu'une actrice qui se prépare pour les Gémeaux, là. Ben, ceci dit, il m'a appris à bien manger. Oui. Je suis comme on dirait, je le regardais, je suis oui, il n'y a pas de... L'alimentation intuitive, tu sais. Oui, c'est ça, avec les mains, là, dans des patates douces. Mais, moi, je veux pas qu'il y ait je veux pas qu'il y ait ça, c'est tellement insupportable, puis c'est tellement niaiseux. Puis ça m'a tellement pris de temps par la suite à comme redécouvrir les aliments, puis à
je trouve que j'ai perdu beaucoup de temps, là, à être comme trop sévère sur ma bouffe et à ne pas, comme, savourer tous les goûts que la vie avait. Par rigidité ou parce que tu frôlais un peu avec le... Ben non, c'était pas le trouble alimentaire, c'est un gros terme, là, mais... Quand je mangeais juste des pâtes blanches, juste concombre, c'est vraiment juste comme du caprice. Oh, oui, c'est ça. C'était vraiment parce que j'aimais rien d'autre. Puis c'est, mes parents ont tout essayé, là. Ma mère, elle faisait des sauces à spag, mettons, puis moi, je voulais pas d'oignons, j'ai essayé les oignons, ce qui est complètement ridicule, parce qu'aujourd'hui, j'adore ça, puis elle les coupait, là. Oh. Petit, pour être sûr que je les vois pas, mais crème qui a un certain goût à la sauce. C'est ça. Puis genre, j'avais mon assiette, puis je regardais ma mère, puis je tassais les petits bouts d'oignons que je voyais. En la regardant. Full passive-agressive. Très intimidante. Je mettais tout sur le bord, je mettais comme une couronne de petits morceaux d'oignons finement coupés avant de manger. Regardez-moi, j'ai vraiment pas du monde. Puis tu parles de recettes. On m'a parlé d'une recette familiale assez connue, les pâtes à la colle. Ouais, ça c'était une grande tentative. C'était tellement touchant parce que c'était genre un soir de fin de semaine où, tu sais, il était là parce qu'il était pas là les soirs de semaine. Tu sais, moi, toute mon enfance, c'était La Fin du Monde était à 7h, puis Le Grand Blond, tu sais, je veux dire, c'est des shows qui étaient en direct le soir, du lundi au vendredi à la télé. Tu sais, fait que, il était pas là. Fait que, pour les soupers. Puis là, il voulait faire un souper, puis il était comme, je veux vous gâter, je veux vous faire un souper, puis là, il a lu une recette, puis il voulait faire ça, puis c'était comme un genre de pâte, j'imagine, un peu béchamel ou Alfredo, je sais pas trop, là, de type blanc. Puis il s'était full donné, puis là, on s'était tous assis pour manger. Puis on a goûté tout le monde. Mon frère, ma mère, moi, tout de suite, on se regarde de même, on fait, tu sais, comme un peu dans nos yeux, ça, s'il y avait eu des sous-titres, genre en joke, dans une scène, ça aurait été comme, qu'est-ce qu'on fait? On est dessus, non, fermez vos gueules, mangez comme si de rien n'était, ouais, mais c'est pas mangeable, Chris, ça goûte la colle. Puis là, on était crampés, puis finalement, on y a dit, on a fait ça, puis c'est lui qui a demandé, qui a fait comme, hey, c'est pas bon cette affaire-là, je m'excuse tellement, puis là, on est parti à rire, on voulait pas te le dire, mais mon Dieu Seigneur, c'était dégueulasse. Il n'y avait pas de lunch le lendemain de ça. Ah non, on a tout jeté cette pauvre batch de pâtes à la colle. Ça goûtait vraiment comme des pâtes à la colle Lepage. Tu sais, un petit dans même. C'était dégueulasse. Le chimique. Ouais. Puis, est-ce que ton père cuisinait beaucoup? C'est-tu lui qui cuisinait? Ou... Parce que ton père, il faut comprendre qu'il y a eu comme une passe, et nous, dans notre imaginaire collectif, où il a travaillé beaucoup, tu sais, la fin du monde et tout, mais il y a eu une passe quand tu étais peut-être plus jeune, où il travaillait moins, parce que la petite vie, c'était quoi? Une vingtaine de jours par année, puis le reste du temps... 2-3 chroniques à beau et chaud, puis c'était fini, là. 100 watts. Mais tu sais, il y a une longue période où on ne travaillait pas tant. C'est pas... Mettons, mon père et ma mère, pas les mêmes types de cuisiniers. Mon père, vraiment, comme, je vais suivre des recettes. Puis encore à ce jour, c'est ça qu'il fait, tu sais, puis il aime ça, il aime vraiment ça. Ma mère, c'était plus comme, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? OK, on va jaser de quoi? Fait que mon père, je me souviens qu'il y avait comme ses classiques, mettons, le bouilli, la giblotte, là, il a l'air vraiment comme un communiste. Mais comme... Ce qui reste dans le champ. Mais il faisait comme une espèce de riz mexicain qu'on appelait la giblotte. Puis, évidemment, moi, j'aimais pas ça. Puis, il y avait le bouilli, puis son pâté chinois. C'était des mets très automnales, je me rappelle. Très canadien-français, là. Oui, avec, très légumes racines, très des grosses bâches, on en garde, oui. Mais encore à ce jour, tu sais, je m'ennuie, mettons, de son bouilli. Ah oui? Puis, j'ai souvent dit, comme, peux-tu me donner la recette? Tu fais, viens, du bouillon, puis tu mets des patates, des carottes, puis des boules là, de bœuf, là. Puis j'étais comme, oui, mais non, mais il faut que tu me dises les étapes. Genre, je veux que ça goûte exactement la même chose. Puis j'étais comme, ben, je sais pas, là, je sais pas. Je m'ennuie de ça. C'est des saveurs de mon enfance. En tout cas, s'il est à l'écoute, on l'invite à nous faire une batch de bouillie. À te faire un Tupperware ou de partager la recette. On la mettra au bas de l'écran. Ah oui, en lien dans la bio, là. Dans le swipe-up. Link in the bio. Mais évidemment, tu sais, on se retrouve à parler de ton père parce que c'est un peu indissociable pour le moment dans ta carrière. Mais c'est ça toujours. Oui, puis combien de fois t'as-tu déjà calculé le nombre de fois que tu t'es fait demander comment c'est être la fille de Marc Labrèche? Puis est-ce que... J'ai pas arrêté de compter, là. Est-ce que tu réponds la même chose? À tout le monde? Ouais. Je pense que oui, grosso modo. Je pense que ça dépend dans quel contexte puis comment les gens l'abordent, mais ça va toujours finir par dire la même chose. Dans le sens où
souvent, c'est genre, mais c'est comment être la fille d'un Marc? Y es-tu fun Ça de devait même être à drôle maison? chez vous, hein? Ça. Fait que là, tu commences, puis tu fais des jokes, de faire comme, ben oui, il est drôle. Mais après ça, tu fais, en même temps, c'est un père, hein, tu sais, comme, tu fais des blagues avec ça, mais. Il est ténébreux, il regarde souvent par la fenêtre en pleurant. Non, c'est nous qui regardions par la fenêtre parce qu'on voulait pas le regarder parce qu'il nous faisait rire pendant qu'on mangeait. Moi, je me souviens, je me levais puis j'allais regarder par la fenêtre. J'étais comme, laisse-moi me concentrer. Parce que sinon, je recrachais mes bouchées tellement ça me faisait rire. C'est sûr qu'on parle, tu sais, on parle beaucoup de ton père, mais ta mère, qui était une artiste aussi. Ouais. À quel point dans ton travail ou dans ton background, dans ta démarche artistique, t'hérites un peu de ce que ta mère t'a transmis comme valeur, comme talent. J'hérite beaucoup des deux. Ah oui? Ouais, j'hérite beaucoup des deux pour plein de raisons différentes. Puis je pense que même les deux se sont très bien complétés eux-mêmes, tu sais, pendant de nombreuses années. Ma mère, c'était genre celle qui gérait mon père, comme son agenda, ci, ça. C'est elle qui gérait la maison, les comptes. Mais elle le conseillait aussi quand lui, il voulait savoir comme c'est une bonne idée que je fasse ça, si ça. Puis tu sais, il y avait comme un espèce de partenariat d'idées qui se rejoignaient, puis il faisait comme oui, ça c'est complétait cool. bien. Oui. Fait que je pense que genre moi j'ai hérité du mélange de ça, tu sais. Puis Le comptable et le clown en même temps. ben le comptable non, ça j'ai pas, Non. j'ai absolument rien de ça là, ça j'ai comme malheureusement non. Mais l'espèce de quel chemin est-ce qu'on devrait emprunter, tout ça, cette réflexion-là. Ce calcul, peut-être. Fabienne avait avec Marc, ça, je pense que j'ai comme hérité de ça parce que je me rends compte que je le fais avec Mickaël, tu sais. Puis je le fais aussi un peu avec moi en même temps. Je pense que j'ai vraiment hérité du bundle, tu sais. Puis, grandir avec deux artistes, si on peut dire ça comme ça, dans la maison, j'imagine que ça t'a amené une certaine maturité émotive que d'autres enfants de cette époque-là avaient peut-être pas. Ben, je sais pas si ça m'a amené une maturité émotive. Capable de nommer tes émotions ou... Ben, ça m'a certainement rendu plus à l'écoute de mes émotions, mais des émotions des autres aussi, je pense. Que ça fait que c'est... Puis ça, c'est en côtoyant, mettons, même si mes parents étaient pas artistes comme tels... Non, c'était pas des saltimbanques d'un chapiteau avec une roulotte là, ou par courrier le Québec. C'est sûr que j'aurais aimé ça, par exemple. Oui. Mais je pense que c'est plus dans la consommation de la culture, tu sais. Plus t'es en contact avec la culture, plus t'es en contact avec l'art, plus t'es en contact avec les humains, selon moi, puis les émotions, puis ce que ça crée, puis comment ça se joue. Puis j'ai comme l'impression que c'est plus le festin de culture qu'il y avait à la maison, que leur personnalité comme telle, eux autres d'artistes, qui a fait en sorte que j'ai été plus rapidement... Donc, l'ouverture des horizons s'est faite plus parce qu'il t'était présenté que ce que... Ouais. Okay. Je pense que ouais. Puis je pense que parce que il y a bien des parents, mettons, de mes amis qui sont pas artistes, mais qui étaient des grands consommateurs de culture, puis je voyais quand même cette même chose-là chez mes amis, tu sais. Comme cette facilité-là à être en contact avec ses émotions, de pas avoir peur de les nommer, de pas avoir peur pour un gars d'être émotif, de savoir que tu vis. Ça, je le voyais chez bien de mes amis, que leurs parents, mettons, faisaient aussi beaucoup consommaient aussi beaucoup de culture, tu sais. Mais c'était pas nécessairement des artistes comme tels, leurs parents. Puis, pour revenir à ce que les gens disaient, ça devait être drôle chez vous, avec la fille de Marc, la nana. À quel point il y a des gens, quand ils parlent de ça, ils savent pas à quel point ça peut être un peu blessant ou touché de toujours te faire comparer à ton père? Ou est-ce que tu l'as plus... Mais les gens veulent juste parler. Dans le sens où les gens, mettons... Créer un lien, fait que, tu sais, partir d'un point commun. Puis je le sais parce que je l'ai vécu. Je vais faire une confidence ici. J'ai jamais dit, OK? À un moment donné, je marche sur la rue, je suis jeune. Il y a Caroline Néron qui passe de l'autre bord de la rue. Je suis tellement excitée de voir une face que je reconnais de la télé, de, je sais pas, d'un magazine, que je fais comme « Ah, c'est Marie-Chantal Toupin! » Mais c'est Caroline Néron. Puis genre, j'ai juste été comme overload de genre, je reconnais ce visage-là! Puis c'était super dégueu, genre pas subtil, rien. Elle s'est retournée, c'est sûr qu'elle a entendu la petite fille qui a comme crié que c'était pas la bonne personne. Puis tu sais, encore une fois, moi je marche dans la rue l'autre jour, puis quelqu'un qui me voit passer qui fait comme « Hein, ces choses-là! » Les gens veulent juste comme participer à ta vie parce qu'ils te reconnaissent puis ils veulent comme te dire qu'ils savent que t'es quelqu'un.
dans la vie. Puis c'est comme, mais t'es pas obligé, mais c'est comme plus fort qu'eux. Comme c'était plus fort que moi de crier que c'était Marie-Chantal Toupin. Puis comme le seul lien qu'ils ont avec moi souvent, parce que même encore à ce jour, les gens, je fais, tu sais, j'ai pas comme été dans une série là pendant 10 ans que les gens m'ont associé à un personnage ou que je suis une comédienne. Moi, c'est un peu pas clair. Le référent, c'est un peu. Je suis plus la fille à silence on joue que autre chose, tu sais. Fait que dans la tête des gens, c'est comme, je t'ai vu dans un magazine où j'ai ouvert ma télé, t'étais au tricheur. Ils savent pas qu'est-ce que je fais. Ils savent pas, tu sais, les gens vont pas nécessairement non plus au théâtre beaucoup. Fait que, tu sais, mon parcours de comédienne a été beaucoup là. Fait que, tu sais, c'est ça, tu sais. Fait qu'ils sont juste comme, c'est la fille de Marc. C'est le lien le plus facile. Fait qu'eux autres, ils veulent juste comme rentrer en contact de même. Fait qu'au début, ça me gossait. Au début, j'étais comme, je peux-tu juste comme. Puis à un moment donné, j'ai en fait, c'est comme. C'est parce que ça part pas d'une mauvaise place. Ça part tellement pas d'une mauvaise place. Puis ça va être ça jusqu'à ce que j'ai genre 65 ans, je pense. Puis encore là. Tu sais, je vais être là, moi. Je sais pas. Puis, tu sais, oui, on dit souvent, est-ce que c'est un nom, tu sais, tu t'appelles la brèche d'or, donc tu as les noms de tes deux illustres grands-pères aussi. Ouais. Est-ce que c'est un nom difficile à porter, mais est-ce que t'estimes ou t'as déjà pensé que t'avais un visage difficile à porter parce que tu ressembles beaucoup à ton père? Ben oui. Puis on projette beaucoup de choses sur mon visage avant même. Tu sais, mettons, je pourrais jouer dans un film de Bernard Hémon. Puis je pense qu'il y aurait quand même quelqu'un qui réussirait à dire comme elle est tellement drôle, elle. Genre, c'est sûr que je serais genre face au fleuve de même pendant 1h30. Genre, puis il y aurait quand même des gens qui, parce que c'est trop fort, ça ressemble trop. Puis étonnamment, je ressemble vraiment beaucoup à ma mère, tu sais, vraiment beaucoup. Puis comme on la voit pas, elle, tu sais, puis je pense qu'on ressemble. Il y a bien du monde qui ressemble beaucoup à leurs parents, mais c'est juste qu'on les voit pas. C'est ça, on n'a pas de référent. Fait que moi, c'est comme plus... Puis tu sais, ça joue contre moi le nombre de fois en audition que genre... mais elle ressemble un peu trop à Marc, tu sais. Fait que... Puis là, tu fais... OK, fait que tu sais, pour certains types de rôles, ça passe pas. C'est comme... Fait que... C'est comme poche un peu, mais après ça, je fais... Ce que je trouve le plus poche, c'est que c'est quelque chose que je pourrais jamais contrôler parce que ça se passe beaucoup dans le regard des autres. Pas dans comment je bouge avec ma face, pas dans comment je respire avec mon nez, pas comme dans comment je parle avec ma bouche. C'est vraiment, les autres qui projettent ça. Fait que je suis comme, c'est un gros défi de comme lâcher prise de ça et faire ça, je pourrais jamais contrôler ça. Mais c'est quand même curieux dans ce métier-là que vous êtes confronté constamment au rejet, puis à te faire dire non, que là, en plus de ta job de comédienne, on va dire normal de te faire rejeter pour X, Y raison, que là, t'ajoutes la couche de « c'est parce que je ressemble trop à mon père ». Ben moi, ce qui me gosse, c'est comme ce que je viens de dire, c'est que je peux pas le contrôler, tu sais. Moi, mettons, tu me demandes, tu sais, faire une audition, pour moi, c'est pas... tu sais, il y a des gens qui sont comme insultés de se faire demander en audition, qui sont comme « non, non ». Moi, je suis comme... c'est du travail. Mon travail est bien plus de faire des auditions que de tourner des films, là, tu sais, ou des séries, tu sais. Puis... à chaque audition, moi, je fais, c'est un moment que j'ai pour proposer quelque chose, un personnage, une façon de voir le texte, une réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ce propos-là, sur cette série-là, ou ce film-là, ou cette affaire-là. Puis, tout ça, pour moi, c'est malléable, c'est du travail, c'est des rencontres, de faire comme, OK, on est capable de se rejoindre. Est-ce que ce que je propose, ça reste que c'est dans les cordes un peu? Tu sais, ça, OK, mais mettons, si je le fais de même, est-ce que tu ressens plus? Qu'est-ce que j'ai envie de proposer? Puis là, je fais, ça, c'est du travail. Mais je peux pas travailler quelque chose que je contrôle pas, qui est mon faciès. Comme, à moins de faire des altérations avec des instruments chirurgicaux dans ma face, je peux pas le travailler avec toi. Fait que moi, ce qui m'insulte dans ces moments-là, c'est de me faire demander de venir travailler, puis quelqu'un qui travaille pas avec moi parce qu'il est pas capable de passer par-dessus le fait de ça. Ça m'insulte. Ça, je trouve ça vraiment poche parce que je fais à quel point la bêtise humaine puis le manque de vision va comme fucker des réflexions créatives. En tout cas, moi, ça me... Puis c'est leur projet qui en souffre aussi parce qu'ils se privent peut-être de quelque chose ou d'une proposition. C'est ça, je me dis. T'sais? Ils se privent de ça. Tu sais? Pourquoi? C'est leur problème. C'est leur problème. Puis, est-ce que ton père... Parce que, tu sais, ton père aussi avait le visage qui ressemblait beaucoup à ton père. Est-ce qu'il a pu t'aider dans son... Mais pas dans genre comment avoir moins la face de ton père, mais
comment être la fille de, comment être le... Il a pu m'aider à... Tu sais, genre, les gens vont s'attendre à ça, tu vas te faire dire ça, ou comme... Dans le fond, tu t'acceptes comme tu es. Il fait juste m'aider à l'accepter puis à faire comme, ça va être ça tout le temps. Je suis désolée. C'est un peu ça, c'est un peu le processus, c'est genre, c'est poche, ça va être ça. Mais après ça, tu sais, c'est le fun que je puisse bouncer avec lui là-dessus parce que ça me sécurise dans ce que je ressens. Des fois, je suis bouille de faire comme, c'est pas juste, nanana, puis là, je peux me revirer vers lui, puis il a vécu toute la même affaire, puis il fait, c'est vraiment plate, tu sais. C'est pas juste dans ces moments-là, puis il faut passer par-dessus, puis il faut avoir comme du recul, puis juste respirer là-dedans. Fait que, tu sais, c'est le fun de pouvoir l'avoir comme répondant dans ces questionnements-là, mais effectivement, c'est pire. Moi, je pense que, tu sais, j'ai à cause de mes chromosomes, j'ai comme des totons, puis comme une certaine différence. Pour le moment, on sait jamais. Non, on le sait pas. Mais j'ai comme une certaine différence quand même avec Marc versus lui et Gaëtan. C'était comme vraiment copie-colle, tu sais, dans un courriel. Puis tu sais, on a parlé beaucoup de ton père, mais puis tu parlais que tu fais des films et tu travailles, tu fais pas mal plus d'auditions que tu fais de séries, de projets ou de films. Puis là, il y a un film qui est sorti il y a quelques mois, d'ailleurs, plus d'1 million de dollars au box-office. Ça, faut rappeler aux gens que c'est pas mon salaire. Non, c'est ça. T'avais pas une cote sur chaque billet d'entrée. Non, puis tu sais, c'est parce que j'ai vu comme à un moment donné, ils ont fait le post, et la maison de distribution, Emina Film, a fait un post. C'est vraiment genre une image simple, c'est comme ma face avec des lunettes de soleil, puis c'est écrit genre 1 million. Puis j'étais comme, on dirait que c'est comme, ça dit genre, Léa a gagné 1 million. C'est comme, je rectifie le tir. J'ai pas gagné 1 million de dollars avec ce film. Mais le film que tu portes a généré l'intérêt. Qui a mené à peut-être un peu plus d'1 million de dollars. Puis, tu sais, comme ton père avant toi t'as perdu ta maman. Quand t'étais très jeune. Puis, comment ce que t'as vécu quand t'étais ado, ça s'est inscrit dans ta démarche du film Les Hommes de ma mère, où c'est une jeune femme qui perd sa mère dans des circonstances semblables rapidement, qui fait son chemin, qui fait une espèce de pèlerinage sur le chemin de sa mère. Comment ça s'est inscrit ton deuil d'ado avec ce que t'as... C'était vraiment un bon outil à avoir dans ma besace, tu sais, parce que ça me permettait de proposer une version du deuil, une version qui ressemblait à ce que moi j'avais vécu, puis moi je suis vraiment pas dans l'école qu'il faut absolument avoir vécu quelque chose pour le jouer là. Je trouve que jouer c'est comme dessiner, tu sais, je n'ai jamais vraiment eu un jardin de coquelicots, mais je pense que je serais capable de faire une peinture de... Je sais pas qu'elle serait belle. Mais t'aurais pu te dire, hey, fuck that, je suis déjà allé dans cette émotion-là, je veux pas revivre ça, ou au contraire, je sais c'est quoi, fait que je peux bien le rendre. C'est fun de proposer quelque chose parce que je trouve que des fois, on a des visions très, surtout au Québec, on est très comme, on parle de comique et de dramatique dans tout. On sépare tout en deux, tandis que la vie, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment pas séparé, puis moi, je trouve que souvent, je trouve que c'est une erreur parce que ça me rejoint moins artistiquement, mais c'est pas comme un jugement que je porte sur rien. Mais souvent, quand on parle de deuil, quand on parle de choses difficiles, quand on parle des trucs dramatiques qui nous arrivent, c'est comme s'il y avait aucune nuance et tout était que du drame, tu sais. Puis moi, ce que j'avais envie de proposer comme deuil, c'est une fille qui va aller dans l'autodestruction, va aller dans le drame, va aller dans la tristesse, dans la peine. Des fois, va aller dans l'espèce de côté nomme, qu'on sent rien. Puis ça, je trouve qu'on le voit moins. Puis des fois, va être dans complètement une grande légèreté à bien des moments, tu sais. Puis ça, je trouve qu'on le voit même. Puis ça, je trouvais ça le fun de proposer ça parce que c'est comme ça que moi, je l'ai vécu, le deuil de ma mère, tu sais. J'ai été très triste. Mettons, j'ai eu les plus gros fous rires de mon... Les phases du deuil, là. Oui, dans le désordre. Mais tu sais, j'ai ri. Puis même pendant la maladie de ma mère, j'ai ri. Tu sais, mettons... Parce que chez vous, ça dédramatisait pas mal. Ben, je trouve que c'est un très bon outil pour dédramatiser, mais je trouve aussi que c'est très, très proche. Le rire puis le pleur, ça va toucher les mêmes zones. Même physiquement, on pourrait, là, anatomiquement parlant, parler de plein d'affaires. Tu sais, c'est à certains endroits dans le ventre, dans le diaphragme et de ci, de ça, où ces émotions-là vont se loger parce que c'est dans le respire puis dans... Un bounce de pleurs puis un bounce de rire dans le corps, c'est exactement le même mouvement de la même membrane, de la même place dans le corps. Dans les deux cas, il y a des larmes qui sortent physiologiquement. Moi, maintenant, j'ai vécu mon plus gros fou rire aux funérailles de ma mère
Et parce que mon ami à côté était pas capable de dire le Notre Père. Puis il faisait juste comme, tu sais, comme... C'était comme Christ, là, si t'avais un passé chrétien comme moi, tu le saurais. Je jugeais parce que je le connaissais en estime, Notre Père. Mais c'est surtout qu'il faisait juste les fins de phrases, comme, tu sais, quelqu'un qui arrive dans un char, puis il chante, puis ça faisait comme, aux cieux. Ouais. Viens, ciel. Quotidien. Puis là, moi, ça me faisait rire. Fait que là, je me suis mis à rire, mais j'ai fait, je peux pas rire, je suis au funérail de ma mère. Fait que j'ai mis mes mains comme ça. Mais ça donne ça, tu sais. Là, je sais que c'est un peu poche pour un podcast, mais ça fait genre... Fait que tout le monde a pitché des Kleenex parce qu'ils pensaient que j'étais en grande larme, mais moi, j'étais juste crampée en dessous de mes mains. Fait que, tu sais, c'est exactement le même geste, c'est exactement le même son, c'est exactement la même place dans le corps, tu sais. Je trouve que, en tout cas, moi, j'avais envie de proposer ça pour ce film-là, puis pour ce deuil-là, puis je trouve ça le fun d'avoir pu le faire, tu sais. C'est très réussi, là, je l'ai vu, puis ça me fait pleurer à quelques reprises, parce que moi aussi, j'ai vécu quelque chose de semblable aussi, fait que ça te ramène un peu dans, oui, c'est vrai, je me rappelle quand on se sent comme ça dans telle situation. Puis justement, dans ce processus-là et dans le projet, est-ce que ça t'a fait réaliser certaines affaires que t'avais peut-être pas réalisées quand t'avais quoi, 17, t'étais ado, 16, ouais. que t'avais peut-être pas réalisé à l'époque, puis peut-être que le projet t'a permis une certaine closure? Hey, sais-tu, je pense que c'est l'inverse. Ça m'a fait réaliser à quel point j'ai été chanceuse de comme vivre ce deuil-là de cette façon-là. À cet âge-là. Que tu l'as pas vécu comme ton personnage Elsie. Vraiment. Ben, tu sais, c'est sûr que, oui, il y a eu certaines phases, là, c'est pas super, mais mettons, je me sens vraiment choyée d'avoir eu la relation que j'ai eue avec ma mère, qui était bien rappée. Tu sais, il y a pas de regret. On s'est dit qu'on s'aimait plus de fois que pas assez. Il y en a pas manqué de ça. Puis ça m'a vraiment aidée, je pense, à cet âge-là. Puis ce que je voyais dans le personnage d'Elsie, puis dans les non-dits qu'il y avait avec certains acteurs dans sa vie, de son père, des affaires qui sont pas réglées, puis que c'est comme... Je me suis revirée, puis j'ai fait « Ah! Mon Dieu, que ça s'est bien fait! » Puis je me suis trouvée chanceuse d'avoir pu le vivre de cette façon-là. Je me suis trouvée bonne d'avoir vécu ça à cet âge-là, puis d'avoir été capable de passer à travers. Ça m'a comme fait réaliser que c'est un shit show, là. C'est très, très terrible, là. Tu me demandes aujourd'hui, je suis encore très déçue, là. Je suis déçue de cette chose-là qui est arrivée dans ma vie, mais je fais tant qu'à ce que ça arrive à ce moment-là, le destin avait décidé ça, c'était pas moi. La seule chose qu'on pouvait décider à travers ça, c'est comment qu'on le vivait, puis on l'a vécu, je pense, de la meilleure façon possible. Donc, t'es comme en paix avec le processus, avec ce qui s'est passé, pas en paix avec la circonstance ou la finalité de la mort de ta mère quand t'es ado, mais de la façon que ça s'est fait. C'est sûr. Mais vraiment, en espèce de bien heureuse que ça se soit fait de cette façon-là, puis c'est ça, je me suis trouvée chanceuse. C'est ça que ça a fait. Une question de José Lito, en fait, que j'aimerais te poser, parce que ma psy m'a posé cette question-là quand j'ai eu ma petite fille, puis j'avais pas nécessairement de réponse, mais je me suis dit, je vais poser la question à Léane. Elle aura peut-être une meilleure réponse que moi. Et je vais peut-être utiliser ta réponse. Pour dire à ta psy? La psy, si elle me repose la question. Mais moi, je sais pas casser en t'en parlant, mais moi, elle m'a dit, qu'est-ce que ça te fait de devenir un papa? Sans ton papa. Quand toi, t'as plus de papa. Fait que tu sais, toi, t'es devenue une maman. T'as passé la moitié. Là, maintenant, t'as 35 ans. Ouais. T'as la moitié de ta vie avec ta maman, l'autre moitié j'ai plus de temps sans ma maman, ouais. Puis là, t'es devenue une maman sans pouvoir faire profiter ou partager ça avec ta maman. Comment t'as... Ben, ça a été vraiment tough parce que dès la première seconde, dès le processus d'être enceinte, tout ça, ton réflexe, c'est de faire comme tu veux te tourner vers ta mère. Étant femme, je sais pas si toutes les femmes, ça fait ça. Moi, c'était ça qu'elle me faisait, genre... Puis c'est même si on a des amis qui ont eu des bébés, même si quelqu'un peut nous parler de l'expérience, ce sera jamais comme notre mère qui nous parle de l'expérience de nous avoir accouché, nous, de nous avoir porté, nous. Qu'est-ce que ça fait, tu sais. Puis je me souviens quand elle est morte, j'avais 16 ans, là. Mais je me souviens avoir dit à une de mes profs, je peux pas croire qu'elle verra jamais mes enfants, tu sais. Puis cette prof-là m'avait dit, ouais, mais toi, tu vas l'avoir dans tes enfants. Puis
c'est comme beau, puis il y a des affaires vraiment weird qui se passent avec Milo, des fois il nomme grand-maman Fabienne, mais je fais genre, tu l'as jamais vu, genre, puis j'ai pas des photos à n'en plus finir, puis j'ai pas fait un espèce de ça, c'est grand-maman Fabienne, ils m'ont fait rien, mais Suzanne Fortin, qui est la blonde de Bernard, qui est comme ma tante, elle avait plein de vêtements de Fabienne, puis quand Milo est né, elle est venue me porter une poupée Raplapla. OK. Qui sont des poupées qui sont faites, c'est comme des toutous poupées, c'est fait à Montréal. Oui. Puis elle avait donné une photo de Fabienne, puis des vêtements, puis ils ont fait une poupée genre qui s'appelle Fabienne, parce que les Raplapla, c'est toutes des poupées qui ont des noms, puis c'est brodé dessus. OK. Ah, c'est donc touchant. Puis là, il dort avec Fabienne, tu sais, qui a des cheveux de même blonds, tu sais, puis qui elle avait des cheveux de blond. Oui, c'est vraiment. T'as les cheveux de ta mère. J'ai vraiment les cheveux de ma mère. Puis tout ça m'apaise comme parce qu'évidemment il y a des moments où j'ai trouvé tout crissé là, puis juste comme me mettre en boule pour pleurer, pour faire comme j'ai pas de montée laiteuse, puis que ce soit ma mère qui me prenne dans ses bras, puis qu'elle me dise c'est correct, puis genre j'aurais aimé ça avoir comme des bras de maman qui viennent prendre un bébé, tu sais, pas juste les relevailles, mais tu sais, juste l'émotion, la décharge de comme. Ah ouais, ça me manque tellement, puis je trouve ça tellement dur, puis je saurais pas quoi dire à ta psy à part c'est chiant pis c'est tough. Mais ce que je garde de ma mère, c'est tellement d'amour, c'est tellement de positif, puis elle a tellement été cool avec nous comme enfants, puis elle a tellement installé des belles affaires qui me donnent envie de les installer moi-même avec Milo, que je suis comme c'est la seule affaire que je peux faire pour honorer ça. Mais il me manque un bras et demi dans ce processus-là, tu sais. Il me manque une partie de moi dans ce processus-là. C'est sûr. Quand tu dis que puis là, il y a quelqu'un en moto qui passe son weed eater. Qui passe son weed eater. Puis ouais, c'est bon. Bon, c'est tough de passer à un autre sujet après ça. Mais si on revient un peu à ton métier, à ta carrière, ton breakout, ça a été quoi, selon toi? Ben, je pense que c'est SNM Québec. Ouais, je pense que c'est ça puis ça a été comme pour tout le monde, je pense. Qui était vraiment là-dessus. Le moment comme où ça a été médiatisé, on a fait quelque chose de singulier qui a eu de l'attention. Ça a pas été un succès. Ce qui est dommage parce que je reste amoureuse moi encore de SNL autant puis c'est pas parfait là, mais tu pourrais le refaire une fois de temps en temps, une fois par année. Ben il l'avait refait avec Magali Lépine-Blondeau à Radio-Canada quand ça avait switché demain. Dominique Chaloux était rendu à Radio-Canada, puis comme ça aurait pu devenir un genre de spécial une fois par année, puis il y a quelque chose là que j'aime encore moi dans la télé en direct, puis ouais. Mais je pense que ça aurait été ça. C'est ça. Je pense. Puis quand t'as décidé de... Parce que toi, t'as fait tes classes, oui, évidemment, quand il y a eu le néologisme qui est apparu pendant l'hiver, le Nepo Baby, et les Nepo Baby de ce monde, évidemment, tu faisais partie de cette shortlist-là, mais contrairement... J'ai droppé souvent. Mais toi, t'as fait tes classes. Ouais. C'est-à-dire, tu l'as passé, l'audition pour l'École nationale, tu l'as eu, Ben oui. T'es fait tes cours, t'es fait. Oui. Moi, c'était bien important pour moi, puis genre, j'ai jamais joué dans ce que mon père avait fait avant d'avoir un diplôme. Puis, tu parlais un petit peu plus tôt de l'environnement culturel dans lequel tu baignais, que c'était pas nécessairement par rapport à ce que tes parents t'apportaient comme artistes eux-mêmes, mais vraiment dans l'environnement culturel dans lequel tu as grandi. Est-ce que tu peux-tu dire que ton métier t'a choisi plus que toi t'as choisi ton métier? Je le sais pas. J'ai comme... Des fois, je suis un peu fâchée parce que j'aurais aimé ça faire autre chose. Parce que j'ai vraiment des intérêts de d'autres affaires. Quelles sont tes passions, Léane? T'as des intérêts pour d'autres affaires, mais... Ouais, moi, mettons... On t'enlève l'aspect comédienne de ta vie. Tu dois te réinventer là, avec une autre pandémie. Dans quoi tu serais bonne? Ben, mettons, moi, j'aimerais ça devenir prof. Tu sais, moi, je regarde la pénurie de profs en ce moment, puis je suis comme, je me retiens. As-tu un bac? Ça prend un bac. Non, ben, c'est ça. Mais là, bientôt, ils vont abaisser. Ben, à un moment donné, c'est ça, ils vont me prendre. Ils vont baisser les critères. Ils n'ont pas le choix de prendre les derniers venus, là. Mais, non, c'est ça. Moi, c'est l'École nationale de théâtre, là. On parle de 4 ans à 6 jours semaine, de 7 heures le matin à 10 heures le soir, puis ça donne un esti de AEC, là.
Ah oui, l'attestation collégiale, OK. Oui, j'ai une attestation qui m'a coûté 20 000 $ de prébo. Fait que moi, ça, c'était un peu fâchant. Puis c'est surtout que j'aime tellement l'académie, genre j'aime tellement ça, des cours magistraux, j'aime genre une petite Hermione. Ouais, vraiment beaucoup. L'histoire, l'archéologie, l'anthropologie, c'est tellement des choses que je passais à côté de ça, puis ça me fait de la peine parce que après ça, tu sais, le nombre de sessions que je te dirais que je me suis inscrite comme étudiante libre, genre jusqu'à la toute dernière seconde, puis finalement non. Tu comprends, j'ai envie d'apprendre plein d'affaires. Puis ce métier-là, finalement, il m'apprend tout le temps, tu sais, mais mettons, j'ai comme à un moment donné switché. Puis je pense que c'était avoir découvert le théâtre parascolaire plus tôt. Genre, je pense que j'aurais pas fait le switch à aller étudier en théâtre. Je pense que j'aurais fait comme, c'est cool, c'est comme c'est ma passe de jeune. Je peux faire, ouais, mais là, je l'ai comme vraiment découvert au cégep, tu sais. Comme secondaire 5, puis là, j'étais au cégep, puis j'étais comme, man, c'est donc ben hot. Puis je fais, mais là, il y a des écoles de ça. Ben, j'aime donc ben ça, je vais essayer de faire ça, tu sais, mais si j'avais comme fait ça plus jeune, ça serait resté, je pense, un passe-temps. C'est comme un chum qu'on rencontre plus jeune. Si tu l'avais là, évidemment, tu le rencontres à la fin du secondaire, fait que là, ça devient ton high school sweetheart, là, ça devient l'homme de ta vie, mais si tu l'avais rencontré secondaire 3, peut-être que secondaire 4. C'est ça. Ouais. C'est ça. Je comprends. Ouais. Puis, en dehors de dans ta carrière, tout aspect confondu, est-ce qu'il y a un rôle, est-ce qu'il y a un personnage? Puis quand je parle rôle, c'est en arrière ou en avant de la caméra qui t'intéresse ou que t'as pas fait encore ou que tu te restes à faire. Tu es encore jeune, t'as encore une très jeune carrière, mais tu sais, écrire, je sais que t'écris des projets seuls, t'écris des projets avec ton chum, réaliser. Ouais, tout ça. Moi, j'ai envie de tout ça. J'ai envie d'essayer tout ça. Puis je veux pas dire, genre, toutes mes dues, on devrait me donner des séries à réaliser tout de suite. Au contraire, je trouve qu'il y a vraiment comme des... Mais je suis vraiment intéressée, je suis vraiment intriguée. Mettons, j'adore, mettons, le rôle de premier assistant à la réalisation aussi. Je suis comme, man, ça, je serais vraiment bonne. Genre, faire des horaires. Caler le monde dans oui, t'aimes ça, soit quand c'est structuré puis discipliné. Puis là, t'arrives à l'heure, t'es en retard. D'être comme la personne qui se ramasse avec les 4 problèmes devant puis qui fait, OK, comment qu'on fait pour gérer ça? OK, on switch ça de même, on switch de même. La réalisation m'intéresse vraiment beaucoup parce que raconter des histoires, c'est ce que j'aime. Puis je pense que les réalisateurs, les metteurs en scène, j'aimerais ça aussi faire dans la mise en scène. Tu sais, genre, tout ça m'intéresse tellement. Plus j'ai la chance de travailler sur des plateaux, plus j'ai la chance d'observer, plus je suis curieuse, plus j'apprends, plus je regarde, plus je pose des questions, plus... Ouais, ça emmagasine plein de choses qui me donnent juste envie d'essayer plein d'affaires, tu sais. Vraiment beaucoup. Du rôle de metteur en scène à script, parce que ça me fascine, à écrire, j'aime écrire, je veux continuer d'écrire toujours, à réaliser, à faire de la première assistance, je suis comme, tout m'intéresse. Des fois même plus que jouer. Parce que c'est comme... oui? Ben après ça, tu me diras, c'est comme quand t'es en relation pendant 15 ans avec quelqu'un, puis là, il y a un petit nouveau qui arrive, tu fais comme, ça pourrait être une belle vie, ça. Fait que peut-être que ça m'intéresse pas plus que jouer dans l'absolu, mais il y a comme une découverte, là, que je fais comme, attends, OK, un blast d'informations. Donnez-moi ça, tu sais. La nouveauté. Es-tu fière de ta carrière jusqu'à présent? Mais moi, j'ai haï le mot carrière. Parce que pour moi, c'est comme... Cheminement professionnel jusqu'à maintenant. Mais pour moi, c'est du travail, tu sais. Moi, je travaille. Moi, j'ai le luxe de travailler. Mais tu sais, comme tous les humains, on habite dans un monde où il faut travailler. Parce qu'on est né pour s'acheter des affaires. Ben, tu sais, parce qu'en ce moment, tu sais, à moins vraiment d'être complètement anarchique puis d'aller vivre en forêt, puis d'être autosuffisant, c'est ça qu'il faut faire, tu sais. Il faut qu'on fasse ça. Moi, ce travail-là, j'ai la chance de l'aimer. Fait que je trouve déjà que je suis chanceuse de pouvoir travailler dans quelque chose que j'aime. Puis d'avoir le luxe de travailler puis de pouvoir continuer à travailler. Parce que c'est ça, finalement, qui paye le pain que je mets sur la table. Mais la carrière, pour moi, c'est comme une finalité. C'est comme quand je vais être sur mon lit de mort, je vais pouvoir regarder derrière moi et faire, ça, c'est la carrière que j'ai eue parce qu'elle est terminée. Tu comprends? Mais pendant que j'ai fait, pour moi, c'est pas une carrière. Puis c'est du travail. Puis je trouve ça vraiment poche quand, les gens parlent en termes de carrière, parce que pour moi, ça met comme un gros bras de distance. Ma carrière avec c'est comme si c'était une avenue puis un chemin à suivre pour arriver à... Tandis que moi, je suis comme, non, on fait des gâteaux, là. On fait du pain.
Tu te lèves le matin, tu fais ton pain, tu fais des croissants un jour, tu fais une baguette le lendemain, à un moment donné, tu vas essayer de faire une petite tartiflette. Puis genre, c'est comme, mais t'as les deux mains dedans, tu travailles. Moi, je trouve qu'on les Québécois, on parle de carrière, on est des artistes qui ont des carrières, mais je dis non, on fait de l'artisanat. On fait de la poterie. Ça donne que c'est avec les mots de Isabelle Langlois dans une chaîne télévisée. Ça donne que c'est avec les mots de François Letourneau mais c'est de la poterie, tu sais. On a les deux mains dedans, il faut travailler. Puis je trouve que quand on parle de carrière, ça met comme un bas de distance avec quelque chose qu'on observe d'autant, de ci, de ça. J'aime vraiment pas ce mot-là. Fait que pour répondre à ta question, à part vanter sur le fait que j'aime pas le mot carrière, je suis fière de continuer de travailler avec autant de cœur. Je suis fière de continuer de réfléchir. Je suis fière de pas avoir tiré la plug. Je suis fière de pas tomber sur le pilote automatique. Je suis fière de vouloir encore et toujours m'améliorer. Je suis fière de je suis fière que les gens me donnent les opportunités de continuer à apprendre. Fait que tu sais, il y a plein d'affaires dont je suis fière, mais je peux pas dire que je suis fière de ma carrière parce que j'en ai pas. C'est pas ça que j'ai. Tu fais un travail. Je me lève le matin comme tout le monde pour aller travailler. Puis je continue d'essayer de le faire du mieux que je peux, tous les jours, en essayant d'être fine, puis de pas envoyer chier tout le monde. Léane, on va se laisser, il nous reste 2 minutes, oui. On va se laisser sur ces bons mots, sur ta fierté par rapport à ton travail et ce que tu nous offres. Donc, ça s'appelle En moins de 2, donc tu réponds le plus de questions possible en moins de 2 minutes. OK. Hatshepsut ou Cléopâtre? Cléopâtre. Nage ou gymnastique? Nage. Le meilleur conseil que tu as reçu? Ta gueule. Ancien ou Nouveau Testament? Ah, ancien. Ancien, OK. 3 brasseurs ou Saint-Tube? 3 brasseurs. 3 brasseurs forever. Ouais. Hein? Saint-Lambert ou Boucherville? Ah, merde. Boucherville. Non! On va mettre une indécision. Pour ou contre d'avoir des coussins de lit? Ah, contre. Battle d'album de Noël, Michael Bublé ou Marie-Michel Desrosiers? Marie-Michel Desrosiers. Friperie ou boutique? Friperie. Ton odeur préférée? Le gazon. Gazon coupé. Gazon, ouais. Gazon frais coupé. Portes-tu encore toujours le même parfum? Oui. Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier. L'autre parfum. Jean Leloup ou Daniel Bélanger? Ah non, impossible. Le son qui t'irrite le plus? Ding de texto. Ton plus grand mensonge? Il y en a tellement. Un en particulier? Ben, j'imagine toute ma force chrétienne. Le plus grand mensonge, en fait, c'est Jésus, Dieu est grand. Ouais. Ton truc de lendemain de veille? Du baguette de pain. Une baguette de pain? Ouais. Ton dernier repas avant de mourir? Baguette de pain. Possiblement. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. Oui, mais sûrement je vais me mettre torchée aussi là, si j'apprends que je meurs. La plus grande qualité qu'on t'a dite? Je pense gentille. Ton plus grand défaut? Je pense soupe au lait susceptible. Ah oui. Une vie sans couleur ou une vie sans saveur? C'est pas une vie, la mort. Est-ce que tu ouvrirais une rôtisserie qui s'appellerait chez Léane Labroche d'Or? Avec bonheur. Dernière question, qui French mieux à l'écran? Étienne Gallois ou Jean-Simon Leduc? Tu peux dire Michael Gouin. Mais j'ai des petits French à l'écran. Oui, je les French à l'écran, ça va être Michael Gouin. Mais c'est parce que Étienne, c'est comme drôle, on finissait toujours par se Frencher après les collations. Fait qu'Étienne, il goûtait toujours comme la collation. le petit dumpling. Puis Jean-Simon, je me souviens que moi je brosse mes dents, genre, maladivement. Fait que je pense que ça l'a comme mis mal à l'aise, puis il s'est mis à brosser les dents vraiment beaucoup aussi avant nos scènes de bisous. Fait que ça goûtait la menthe. Fait que dans le fond, c'est comme si tu me demandais des French de bouffe ou des French de menthe. Et la réponse c'est? Michael Gouin, pareil. Merci Léane. Merci. Merci beaucoup.